Bonjour, moi c'est Teddy, responsable du magasin DAFI Moto Le Mans, et aujourd'hui on va vous parler équipement avec Cyril. Bonjour Teddy, tu es responsable du magasin DAFI Moto Le Mans. J'ai souhaité qu'on se rencontre, histoire de parler quand même d'un sujet qui me semble assez important, c'est l'équipement à moto. Quel est l'équipement obligatoire en France pour rouler à moto? Alors aujourd'hui, l'équipement obligatoire en moto pour rouler en France, c'est uniquement le casque et une paire de gants homologués CE. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de plus de choses que ça pour pouvoir rouler. Un casque, des gants et c'est parti. Malgré le côté un peu dangereux de la situation, parce qu'un casque et des gants, ça ne protège pas réellement, mis à part la tête et les mains. Ouais. Là, on va vraiment parler de l'équipement qui, potentiellement, pourrait mettre en sécurité un motard, parce qu'on sait pertinemment, tous, autant que nous sommes, qu'un casque et un gant, ça ne sauve pas réellement des vies. C'est ça. Alors, le casque, peut-être un peu plus que les gants, mais voilà, il y a toute une panoplie d'équipements qui reste important quand on fait de la moto. Du coup, quel est l'équipement qui, pour toi, est indispensable quand on fait de la moto? Pour moi, l'équipement aujourd'hui obligatoire, enfin, on va dire indispensable pour rouler, ça va être minimum le blouson, la dorsale à l'intérieur, la paire de chaussures et le pantalon aussi. En plus, c'est quand même un élément qui est quand même assez important. Les pantalons ont des protections que des pantalons de la vie de tous les jours n'ont pas. C'est ça. D'où l'importance d'un pantalon de moto quand même, quoi. Dans les pantalons moto aujourd'hui, tu en as en jean, tu en as en textile, mais ce qui est important, c'est que c'est des vrais pantalons de protection. Ils sont faits soit avec de l'Armalite ou du Cordura, c'est des dérivés du Kevlar. Il y a des coques à l'intérieur et c'est vraiment quelque chose qui est prévu pour résister au choc et à l'abrasion. Et justement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme norme à regarder quand on achète soit des pantalons, soit des blousons? Puisque les casques étant obligatoires en France, il doit y avoir une norme déjà d'office sur un casque. Ouais. Je sais pas, mais je crois pas qu'on puisse acheter des casques qui soient pas aux normes françaises, au vu de l'obligation de l'équipement en tout cas. Alors en soi, il faut quand même être prudent. Aujourd'hui sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Et tu vas forcément trouver des casques qui ne sont pas homologués. Le mieux, c'est quand même d'aller en magasin, se faire conseiller. Et nous, on n'aura que des casques qui seront normés. Avant, on avait la 2205. Depuis cette année, on a la norme 2206. C'est une norme qui va prendre, donc lors de l'homologation du casque, ils vont prendre des impacts sur le casque, des vitesses d'impact différentes. Là, on se rassure qu'on a un équipement qui est vraiment protecteur. Ok, il y a des degrés de résistance sur un casque? Alors ouais, tu auras différents degrés qui seront liés à la matière, donc ils passent tous la même norme. Et aujourd'hui, on aura 3 types de casques différents. On aura les casques polycarbonate, qui est plus ou moins dérivé du plastique, on va dire. Oui, comme la majorité des casques pas trop chers sur le marché. C'est ça. Tout ce qui est entrée de gamme, c'est le plus facile à fabriquer, donc c'est ce qu'on aura le plus. Après, on aura les casques en fibre. L'avantage, c'est qu'on a un casque qui sera un petit peu plus léger et plus résistant du coup à l'impact. Et après, on passera sur du carbone, où là, on aura tous les avantages, le poids, la protection. Ouais, on commence à rentrer sur des casques un poil plus cher et un poil de meilleure qualité quand même, quoi. On passe sur un budget qui va être plus élevé, en effet. Donc ouais, quand on est, pour en revenir un petit peu au monde de la moto, on débute tous à un moment donné la bécane. On a tendance à mettre une grosse partie de son budget dans la moto et on met le reste souvent dans de l'équipement. Qu'est-ce que tu préconiserais à quelqu'un qui vient d'avoir le permis et qui a le choix de son équipement et de sa moto à acheter quand même? Alors l'important, c'est quand même de privilégier quand même l'équipement. C'est bien d'avoir une belle moto, mais si t'es pas protégé, le jour où tu as un accident, belle moto ou pas, le résultat... Elle sera peu très belle déjà à ce moment-là. Exactement. Donc il faut mieux privilégier l'équipement. On peut trouver aujourd'hui des équipements sans y mettre des gros budgets, avec des conforts qui seront un petit peu moindres, mais qui seront tout aussi protecteurs, et en gardant quand même un peu de sous pour acheter la moto derrière, quoi. Oui. Donc, sachant que le budget moyen de l'équipement, on va dire, quand on veut commencer à s'équiper et avoir un équipement complet, puisque ça implique d'avoir un casque, des gants, des bottes pour certains, c'est ça. Et, ou à défaut des chaussures, mais au moins des chaussures spécialisées moto, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais... Et un pantalon, il faut compter un budget à peu près un peu moins de 500 €, je pense, si on arrive à tout réunir. 500 €, t'es un peu short, parce que juste le prix du casque, qui va vite être un élément qui va vite monter, on va être un peu juste. Si même en partant sur de l'équipement, on va dire entrée de gamme, ouais, t'es vite à 600-700 € quand même. Ce qui n'est pas colossal par rapport à ce que ça peut faire en fait derrière, puisque en vrai ça c'est prouvé, c'est pas des choses qu'on invente. L'équipement moto il sauve à défaut des vies, à défaut des membres. C'est ça. Donc parce que ça fait partie, on peut survivre à un accident de moto, mais on peut aussi perdre des choses. Et l'équipement aide à protéger tout ça. On a différentes classes de vêtements
qui sont liés à l'abrasion, notamment le tissu, le cuir. Ouais. Ça peut être, c'est tout je crois, le jean aussi, il y a le jean aussi en moto. Alors sur les produits, on aura du jean sur les pantalons majoritairement, un petit peu sur les vestes, mais tu en as très peu. Ouais. Majoritairement sur les produits, on sera donc sur du textile et après sur du cuir quand on va passer sur des produits un peu plus haut de gamme. Le cuir, ça sera l'idéal niveau résistance à l'abrasion, c'est ce qui durera le mieux. Après, sur les textiles, on a des choses de très bonne qualité, mais on a quand même des choses à regarder. Et quand tu achètes un blouson, il faut toujours regarder, tu as différents types de protection qui est classé donc de simple A jusqu'à triple A. Plus tu as de A sur le produit, plus on est sûr que c'est un produit qui va vraiment être résistant à l'abrasion et au choc. Il faut qu'il y ait plus de A sur l'étiquette. C'est ça. Okay. On commence à simple A et on va jusqu'au triple A. Donc aujourd'hui, triple A, ça sera le maximum niveau protection. Que ce soit sur un pantalon ou sur un blouson, on aura toujours cette norme-là. Est-ce qu'il y a des réelles différences et si oui, lesquelles qui concernent un petit peu les différentes marques qu'on peut avoir dans les vêtements. Par exemple, on peut acheter du casque entrée de gamme et on peut acheter du casque très haut de gamme. Quelles sont, selon toi, les réelles différences entre les différents prix qu'on peut avoir sur le marché, quoi? Alors, ce qui va changer au niveau du prix, ça va être vraiment la qualité des matériaux utilisés, le confort, toutes ces choses-là. Tout à l'heure par rapport au cuir et au tissu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Sur les casques, par exemple, ça va être les types de mousse, la matière de la coque. Donc, faut savoir, c'est un peu comme un matelas. Hein. Tu achètes un matelas à 100 balles et un matelas à 1000 balles. Bah, il y en a un, donc dans 2-3 ans, il va être tassé. L'autre, il va durer 10 ans, il ne sera pas tassé. Donc, sur les casques, c'est un peu la même idée. On aura un confort qui sera mieux. On aura des produits, par exemple, sur du casque, quand on va passer sur du haut de gamme, des choses qui seront passées en soufflerie, donc ça permet d'avoir un casque très stable et qui fait pas mal au cervical, donc c'est toutes ces choses-là qui vont changer et surtout le confort. L'étanchéité du casque et tout ça, c'est pareil, moi c'est un truc auquel j'ai pas prêté attention sur tous mes casques en général, mais dès que tu arrives à une certaine vitesse, et c'est pas obligatoirement en roulant vite, tu as tendance à avoir du vent qui passe et on roule souvent avec des boules caisses parce que tu as tendance à avoir une caisse de résonance à l'intérieur du casque qui est assez désagréable. Donc je pense que j'ai jamais eu l'occasion d'essayer des casques à 1000 € ou quoi que ce soit, mais je sais que je connais des gens qui en ont et qui se plaignent pas du bruit justement de tout ça. Moi c'est un peu mon cas parce que des fois la visière elle a tendance à se desserrer ou à bouger un petit peu et du coup tu as de l'air qui passe réellement autour de la visière. C'est ça. Et je pense que ça doit être lié à la matière aussi à l'intérieur du casque, mais tu as tendance à avoir une caisse de résonance quand même dans certains... Selon la matière utilisée, selon le type de mousse utilisé, comment le casque a été fité, oui, tu auras du bruit plus ou moins élevé. Et pareil, l'aérodynamique du casque qui sera hyper important, où là, ça va créer du bruit ou non. Donc un casque à casquette, par exemple, c'est pas la meilleure idée pour aller faire de la route, quoi. Non, si tu veux faire l'autoroute, c'est pas l'idéal. Ouais, c'est pas l'idéal, mais je le vois tous les jours. Après, je la trouve pas plus gênante que ça, parce qu'en soi, on roule pas à des vitesses folles, mais c'est vrai que sur l'autoroute, quand t'as pas de bulle à l'avant, un casque à casquette, faut l'oublier, quoi. C'est ça. Pour revenir un petit peu sur les vêtements, qu'est-ce qu'on peut avoir comme avantage, ou comme inconvénient d'ailleurs, mais à avoir du tissu, ou avoir du cuir, ou à avoir du jean, peu importe, mais il doit bien y avoir une dose d'avantages et d'inconvénients sur chaque matière. Moi, je le vois notamment avec mon cuir, qui a tendance à être hyper rigide, alors je ne sais pas si c'est lié à la matière du cuir, qui est bas de gamme, haut de gamme, peu importe, je sais pas, mais... Et le tissu, où moi je me sens super bien dedans, parce que c'est très souple. Donc est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients, que ce soit en termes d'abrasion, d'étanchéité, ou de confort, hein, tout simplement, sur les différentes matières qu'on peut avoir? Point de vue confort, le textile sera souvent plus confortable. On a quelque chose de plus léger, beaucoup plus facile à travailler, donc ça sera plus confortable que du cuir. Si tu veux un cuir qui est vraiment confort, il faut passer tout de suite dans du très haut de gamme, sur du kangourou, des choses comme ça, où là tu as des choses qui sont hyper souples et très agréables. Par contre là on est vite dans des budgets qui sont très hauts. Oui, après il faut de tout, hein. De toute façon il y a besoin de tous les budgets pour tout le monde, hein, donc c'est des choix à faire au départ, quoi. Et après, si tu cherches du confort au niveau de la température, des choses comme ça, le textile aujourd'hui sera plus performant à ce niveau-là, parce qu'on utilisera une doublure thermique à l'intérieur, quelque chose qui tiendra vraiment chaud. Le cuir, même si on a une doublure thermique à l'intérieur, on est vite sur des produits. L'inconvénient du cuir, c'est que l'été, ça prend la chaleur et du coup, t'as chaud. L'hiver, ça prend le froid. Et une fois que c'est bien froid, avant que ça se réchauffe, il faut attendre un moment. En général, ouais. Après, ça coupe un peu mieux le vent, j'ai l'impression, moi, le cuir. Parce en général, l'hiver, quand je fais de la bécane, j'ai tendance à avoir moins de vent avec le cuir qui passe qu'avec un tissu, notamment. Mais ça dépend toujours des produits là-dessus. Ouais. Après, voilà, si tu veux quelque chose de bien ventilé, c'est pareil, on a différents produits. Hein, sur
Blouson textile, aujourd'hui, tu as vraiment toutes les classes. Tu as du produit toute saison, tu as du produit spécialement pour l'été, qui est entièrement ventilé. Donc ça, pour l'été, c'est vraiment top. Et tu gardes toujours la protection. C'est moins lourd aussi. Donc, l'idéal, ça serait presque d'avoir 3 blousons pour faire l'année, quoi. Au bout d'un moment, au bout de quelques années, on y passe. De toute façon, oui, parce que c'est pareil, il n'y a pas de... Je change juste un petit peu le sujet, mais il n'y a pas de réelle durée de vie sur des vêtements. Je sais que sur les casques, on en parle de temps en temps, où on nous dit que c'est 5 ans, ou c'est 6 ans, première chute, ou première chose comme ça. Est-ce que sur les vêtements, on a le même problème, ou pas du tout? Alors, sur les casques, oui, on a une durée de vie qui est préconisée de 5 ans par les constructeurs. Donc, il n'y a pas de loi là-dessus. Certains s'arrêtent à dire il faut le changer tous les 5 ans. Il n'y a pas de loi directe là-dessus. Tous les constructeurs se sont mis d'accord aujourd'hui pour dire mon casque, quand il a 5 ans, il n'a plus la même protection que quand il est neuf. C'est lié aux mousses? C'est lié au casque qu'on lui met? Alors, la matière à l'intérieur du casque, donc toute la partie calotte à l'intérieur, qui est un peu une matière polystyrène, elle va se désagréger avec le temps. C'est comme tu mets un bout de plastique en plein soleil, et au bout d'un moment, il va se brûler. Là, c'est le même principe. La calotte à l'intérieur, avec l'oxygène, elle réagit, et puis elle se désagrège. Les mousses, pareil. Donc, du coup, il n'aura plus la même résistance, et il n'aura plus la même absorption du choc. Donc sur les casques, ça va vraiment être ça qui va changer. Pareil, si tu es tombé avec, il peut y avoir des micro-lésions à l'intérieur, ça ne se voit pas de l'extérieur, mais en cas de second choc, il n'aura pas la même protection. Donc ils sont tous arrêtés sur le fait... Mais il y en a qui ont fait tomber leur casque. Ça, oui, ça arrive à tout le monde, mais... C'est vrai que tu y penses, moi je sais que le mien est déjà tombé, il n'est pas tombé de très haut, donc en vrai on peut pas le savoir en plus, si jamais il est... on peut pas le savoir. Il est abîmé, donc il faudra le faire radiographier, mais c'est là... C'est vrai que ça fait toujours un peu chier de racheter un casque quand même, quand tu le fais tomber. Racheter des casques à 400-500 €, c'est vrai que... quand tu le fais tomber et que tu l'as depuis un an, ça fait un peu chier quand même. Après, sur la partie équipement, donc blouson, tout ça, ça sera vraiment en fonction de l'état du blouson, c'est plus du visuel. Enfin, voilà, si toutes les fermetures ferment bien, que les coques, elles sont toujours bien présentes en bon état. Si on arrive encore à rentrer dedans... Ça, c'est un autre problème. Après, c'est... c'est mon problème, ça, le savoir si on rentre encore dans ses fringues. C'est ça. C'est toujours un peu délicat. Et en termes d'imperméabilité au niveau des vêtements, le tissu, le cuir? Le cuir, c'est une matière naturelle, donc d'entrée, ce n'est pas étanche. Le cuir, lui, il va absorber l'eau. C'est pour ça qu'on se retrouve donc avec un cuir, si tu roules un peu sous l'eau, hop, direct, ton cuir, il va peser 1 tonne, il va être tout trempé, et lui, il va absorber et ça va passer à travers. C'est les doublures à l'intérieur qui vont faire l'étanchéité du blouson. Ah oui, parce que pour moi, le cuir était plus étanche que le tissu. Non, le cuir, ça prend l'eau, ça absorbe l'eau. Donc là-dessus, tu auras toujours un souci à ce niveau-là. Et puis, c'est pas pratique non plus. Dès que c'est mouillé, c'est hyper lourd, c'est très long à sécher. C'est très long, très long. Donc sur le cuir, on aura toujours ce souci-là. Sur les blousons, sur tout ce qui est textile, par contre, on aura des produits donc, qui seront étanches directement. L'eau, elle va drainer directement dessus. On aura plusieurs types. Après, on aura des choses du Gore-Tex, des choses comme ça, où là, tu auras l'avantage d'avoir un blouson qui est étanche et respirant. Là, ça évite de transpirer à l'intérieur. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi, mais sur des blousons, on va dire, un peu plus de milieu de gamme. On va vite monter sur les budgets à ce niveau-là. Sur les textiles, ça sera plus facile d'avoir une très bonne étanchéité. Après, ça n'empêche pas quand même de passer un coup d'imperméabilisant de temps en temps dessus. Tous les blousons, ils vont pas être étanches sur la première couche, donc pareil, quand il va pleuvoir, l'eau, elle va rentrer un petit peu sur le blouson, mais un coup d'imperméabilisant de temps en temps, et l'eau, elle va drainer dessus. Concernant les blousons, on peut installer, alors on peut ou on doit en vrai installer des dorsales. Donc on a différentes tailles de dorsales, on a différents degrés de matière, je ne sais pas trop comment de résistance à l'impact. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler en bref des dorsales qu'on peut remettre aujourd'hui, qu'on peut mettre sur des blousons? Sur tous les blousons homologués moto aujourd'hui, ils ont l'obligation d'avoir l'emplacement pour mettre la dorsale. La dorsale, on aura aujourd'hui majoritairement 2 matières sur le marché, donc le Poron et le D3O, qui est une technologie qu'on voit beaucoup sur des dorsales orange, donc distribuées par pas mal de fournisseurs. Et l'avantage de ces dorsales-là, c'est qu'elles sont faites avec des molécules en fait qui sont souples, et c'est la vitesse de l'impact qui va permettre d'avoir quelque chose de dur. Tant qu'on l'a sur le dos, on peut quand même bouger, elle se déforme par rapport à notre dos, et en cas d'impact, là, la matière, du coup, elle va devenir rigide et elle va absorber l'impact pour éviter de la transmettre donc, à la colonne vertébrale, donc tout ce qui nous permet de marcher. C'est des essais qu'on peut faire à la maison, ça. Ceux qui ont des dorsales, en général, ils peuvent... Moi, j'ai déjà fait des essais là-dessus. C'est vrai que tu la plies. C'est ça. Tu en fais ce que tu veux pour la rentrer dans le blouson.
et à défaut de la plier, tu tapes dessus, c'est dur. Là, c'est complètement dur. Ouais. Ça, c'est une bonne invention, je pense. Bah, c'est ça, et puis avec ces matières-là, aujourd'hui, ils ont réussi à faire quelque chose qui était confortable et protecteur, contrairement à avant où on avait de la protection. Par contre, c'était hyper inconfortable, c'était très rigide. Ah, tu le sentais quand tu mettais ton blouson? C'est ça, et ça faisait un peu planche en bois. Maintenant, tu as quelque chose, tu le sens quasiment plus, et pourtant, ça protège mieux qu'avant. Et là-dessus, après, tu as 2 niveaux. Tu as les niveaux 1. Donc ça, c'est le premier niveau de protection, où elles vont absorber l'impact, mais à faible, on va dire, à faible vitesse. Et après, on aura la niveau 2, où là, tu auras quelque chose qui va vraiment absorber l'impact, qui va mieux l'absorber en tout cas. Après, on aura donc d'autres dorsales, qui sont des dorsales à bretelles, qui viendront se mettre donc là, par-dessus, enfin avant ton blouson, et elle par contre va encore mieux te protéger puisque elle va vraiment faire toute la longueur, elle va commencer quasiment au niveau du cou et elle va descendre quasiment au niveau du coccyx. Donc c'est une dorsale de motocross un peu Ouais, cross ou pour faire de la piste, c'est l'idéal. L'autre dorsale incorporée au blouson, ça permet d'avoir quelque chose qui protège, facile à transporter, enfin t'as pas besoin de la mettre, l'enlever à chaque fois. Ouais, là elle est intégrée dedans, donc c'est vraiment le minimum niveau protection. T'as un côté confort quand même. C'est ça. L'autre sera vraiment sur la protection au maximum, moins confortable, mais vraiment plus de protection. Ok. Alors, on va venir sur un sujet un peu particulier, puisque c'est un sujet que moi je ne maîtrise pas spécialement. On a déjà eu l'occasion d'en discuter avec plein de monde, avec toi notamment, mais c'est vrai que le gilet airbag, c'est quelque chose aujourd'hui, on se dit concrètement, il faut être un peu aisé pour se permettre une sécurité avec un gilet airbag, puisque dans la tête des gens, un gilet airbag c'est jetable, c'est une seule utilisation, par accident ou non, et on change l'airbag. Alors, c'est un sujet très vaste, je sais que c'est assez complet. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas sur les airbags, et je pense que là, on a tout intérêt à s'adresser à des professionnels comme toi, dans des magasins, quand on est à la recherche de cette sécurité-là, pour avoir les informations justement sur ces gilets airbags. Pour faire simple, les gilets airbags, c'est arrivé il y a à peu près 8-10 ans maintenant dans la moto, et ça s'est vraiment mis en route, on va dire, dans les 5 dernières années, où là on a reçu des produits qui sont vraiment efficaces. On aura 2 types de produits. Tu as les airbags à cordon, où là c'est ce qu'on avait le plus, où c'est un câble qui est mis sur la moto, accroché avec un mousqueton au niveau de l'airbag. Si on chute, clac, ça détache le cordon, ça déclenche l'airbag. Ça, c'était, on va dire, les anciennes générations. L'inconvénient de ce système-là, si tu chutes à basse vitesse et que tu n'es pas désarçonné de la moto, l'airbag se déclenche une fois que tu es déjà par terre. C'est jamais trop tard, mais en vrai, c'est un peu tard. C'est ça, l'impact est déjà passé. Donc ça, c'était les anciennes générations. Aujourd'hui, on est passé sur des nouvelles technologies où InEmotion, on va dire, est présent quasiment chez toutes les marques. Et on va passer sur des technologies électroniques. Donc là, on va utiliser des gyroscopes et des accéléromètres. Donc ça va prendre la vitesse, l'angle de la personne, et à partir de là, avec un algorithme à l'intérieur, ça va déclencher l'airbag. L'avantage de ce type de produit, c'est que c'est vraiment conçu et développé, et on va avoir différents algorithmes selon ce que tu fais. Si tu fais de la route, si tu fais de la piste, on va pas avoir les mêmes conditions de déclenchement. Donc, on rentre sur de la technologie, là. On est vraiment sur du high-tech. Technologie, quoi. Exactement. Donc selon ce qu'on va mettre dedans, il va se déclencher pas au même moment. Si tu es sur la piste, forcément, on a une conduite beaucoup plus incisive que sur la route, donc on va pas avoir la même demande. Aujourd'hui, on en a aussi pour le tout-terrain, donc même en motocross, ça existe, où là, on a des choses qui vont se déclencher. Il faut pas que ça se déclenche quand tu es en l'air avec la moto. Le but, c'est que ça se déclenche au bon moment. Et c'est des réglages que tu fais, que tu paramètres un peu comme des applications de téléphone. Ou tu l'achètes exprès pour ton occasion Non, quand tu l'achètes, l'airbag sera le même. Okay. Donc tu as un airbag, et après donc, ce petit boîtier, on utilise un boîtier fourni par InEmotion qu'on vient intégrer dans le gilet airbag, et c'est lui, on va lui dire, voilà, on va dire on veut l'algorithme route, on veut l'algorithme piste, on veut l'algorithme tout-terrain. Donc c'est vraiment un choix de notre part selon notre utilisation. Et ça, c'est l'acheteur qui le décide. Exactement. Ouais. Exactement. Et tu peux l'interchanger, ça ? C'est ça. Si tu fais un coup de la route, un coup de la piste, hop, tu changes l'algorithme et clac, c'est reparti. Après, l'avantage des airbags qu'on a aujourd'hui, c'est que tu peux l'utiliser, on va dire, il est à utilisation, tu peux t'en servir autant de fois que tu veux. Donc sur ces produits-là, on utilise des cartouches à l'intérieur, et cette cartouche, tu peux la changer toi-même. On la démonte, on met la nouvelle et c'est reparti. Il est conseillé quand même par les constructeurs de le renvoyer tous les 3 déclenchements.
on le renvoie donc chez InEmotion directement, et eux vont contrôler donc le coussin d'air à l'intérieur. Tous les 3 déclenchements, on le renvoie là-bas, ils contrôlent le coussin d'air, si c'est encore bon, ils te le renvoient, et puis c'est reparti pour 3 déclenchements. Bon, quand on arrive à 3 déclenchements d'airbag, en général, c'est que tu as un petit peu... c'est que tu as un bon niveau. C'est que tu es arrivé à un stade où tu es devenu testeur d'airbag. Hein, c'est ça. Et que tu as de la chance dans ta vie. C'est ça. Parce qu'il faut être transparent quand même. Je sais pas combien de fois en moyenne on tombe dans sa vie de motard, mais 3 fois ça fait déjà beaucoup quand même. C'est que tu as de la chance. Bon, après, si on te rentre dedans, et je suppose que le gyroscopique il prend en charge aussi. Là, il va se déclencher. Il va se déclencher. Je pense que l'intérêt du gilet airbag, il est vraiment là. Alors, je sais plus quelle partie ça protège exactement. C'est que les cervicales, je crois, l'airbag. Tu auras plusieurs produits. Un produit simple où lui, il va te protéger donc les cervicales, qui est quand même un élément important, et toutes les parties vitales. Donc, il va te protéger la colonne, il va te protéger donc les poumons, toute la cage thoracique. Donc, toutes ces parties-là, lui, il va vraiment tout protéger à ce niveau-là. Si je me souviens bien, on en avait discuté un petit peu, ça se met au-dessus du blouson. Alors, tu as deux utilisations. Là-dessus, sur les airbags, tu as certains qui vont être utilisables en dessous le blouson, d'autres au-dessus. Mais il faut un blouson exprès, parce que si ça gonfle en dessous du blouson pour te protéger la cage thoracique... Il te faut un blouson qui soit conçu pour recevoir l'airbag. Donc, faut y penser. Faut y penser, surtout au niveau de l'achat, et c'est là où c'est important de venir nous voir. C'est que nous, on va pouvoir vous dire si l'airbag est compatible avec votre blouson. Le problème, c'est que si tu mets l'airbag, le blouson par-dessus, qui se déclenche et qui ne peut pas se déployer, l'airbag, il va te pousser sur la cage thoracique. Et là, l'inverse de son boulot, quoi. Exactement. Il ne va pas te protéger. Donc là, après, c'est vraiment propre à chaque produit. Ou pareil, il y a des homologations. Au-dessus, on va pouvoir soit s'en servir en extérieur, soit à l'intérieur. Et donc ça va vraiment dépendre des produits. Et ça, c'est le genre de choses... Enfin, moi, je commence à avoir un peu d'âge maintenant et je commence à m'intéresser à ça parce que, en vrai, on se pose pas ce genre de questions. Le gilet airbag, le casque, enfin, on voit des motards en short, t-shirt. C'est qu'on se pose pas encore ce genre de questions, les bonnes questions qu'il faut, en tout cas. Et le gilet airbag, quand on commence à avoir de l'équipement, on en vient toujours à ça. C'est l'étape qui suit, en fait, en général. On se dit, on a une protection supplémentaire, on en voit de plus en plus, ça devient abordable. Il y a plusieurs façons de les acheter. Il y a de la location en gilet airbag, pas de l'abonnement. C'est pas réellement de la location, je crois, c'est de l'abonnement. Alors, tu as 2 possibilités. Soit tu as les airbags, donc, comme InEmotion, où là, tu utilises donc, un abonnement. C'est un peu le principe d'une box Internet. Du coup, tu loues la petite box avec le système intelligent à l'intérieur. Tu as une location de 12 € par mois, mais tu peux quand même la suspendre donc, 6 mois par an. Là, donc ça, c'est plutôt pratique. L'hiver, ça dort dans le garage. C'est ça, celui qui est un peu motard solaire. Bon, l'hiver, hop, tu le renvoies. Motard solaire, c'est un bon mot. C'est ça, tu roules que l'été. Tu n'en as pas l'utilité, ça t'évite de payer ton abonnement. Et soit après, tu as la possibilité aussi de l'acheter, la petite box. Par contre, tu n'as pas les mêmes avantages. Si demain, ta box, elle crame, il y a quand même une garantie, mais au bout de 2 ans, si la box, elle crame ou quoi que ce soit, c'est bon pour en racheter une. C'est le principe de la location, comme les bagnoles, comme tout ça. Ce qui peut t'arriver pendant ta location, c'est pas pour ta charge. Et derrière, au moins, tu as une tranquillité. Honnêtement, s'il y a bien un truc où il faut prendre de l'abonnement, quand on est motard, mais ce serait peut-être plus sur ce genre de choses pour être sûr d'avoir tout le temps quelque chose d'optimal, je dirais, et qui te permette de te sauver la mise un petit peu quand tu te casses la figure. L'équipement, je pense que c'est primordial, oui. Quand tu roules, c'est souvent les gens... Je pense trop tard, en général. C'est que souvent, il faut tomber une fois pour se dire l'équipement, là, c'est pratique, il faudrait peut-être voir investir dedans. C'est ça. Mais c'est con, mais il faut ça pour comprendre. C'est ça. Parce que, alors je sais pas si c'est de la communication qui manque quelque part, mais déjà oui, parce qu'en obligeant de mettre qu'un casque et des gants, on favorise le fait que les gens n'ont pas besoin du reste. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, on devrait obliger les gens à acheter ça sous différentes finances. On n'est pas obligé de mettre tout de suite 1000 € dans un pantalon. On peut acheter un petit peu moins cher, mais c'est vrai que on en vient au fait que les gens n'ont pas pris conscience tout de suite que l'équipement, ça te sauve la vie, en fait, bêtement. On se pose pas ce genre de questions parce que on est confiant quand on fait de la moto. Et puis, on pense pas aux autres. C'est souvent le cas du choc arrière. Et c'est pas dans notre culture aujourd'hui, en France, c'est pas la priorité, la protection. Même tu regardes la télé, tu regardes les GP, tout ce qu'il y a. On parle pas de la protection, il n'y a pas de pub sur la sécurité. On en voit quelques-unes sur les gants, mais tu vois très peu de choses comme ça. Alors tu as des pays, tous les pays nordistes un petit peu, Finlande, Suède, tous ces pays-là, eux, ils sont au taquet sur la protection. C'est les seuls que tu verras rouler avec des casques jaunes fluo, avec des blousons. Ils ont tous du fluo, du réfléchissant. Chez nous, c'est pas dans notre culture et on a du mal à installer ça aujourd'hui chez nous. Et c'est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont de l'équipement complet, c'est ceux qui font de la route et qui partent en voyage. En général, c'est ceux-là qu'on voit, on les voit avec leurs gros trails, c'est ceux qui partent chargés
et ils ont de l'équipement parce que ils savent certainement que en faisant de la route on prend des risques. Et, par contre tous ceux qui roulent occasionnellement pour aller au boulot en général, et ça je le dis parce que je l'ai vécu, mais je critique pas parce que je l'ai fait aussi. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas parce qu'on se dit quand on va arriver au taf, on n'a pas envie d'être en sueur, quoi. On n'a pas envie de ça, ouais. Tu dis j'ai que 5 minutes de route et tout, mais bon. Mais on pense pas au choc des autres, c'est ça le problème. C'est ça. C'est que même si on est prudent, on en voit des vidéos, il suffit d'aller sur internet, on le sait, les chocs arrière. Ouais. Les gens qui te regardent pas, quoi. Les chocs arrière, les latéraux dans les ronds-points, ou même sur des avenues classiques où les gens se déportent. Enfin, on n'est pas tout seul sur la route et malheureusement, des fois, on a beau rouler le plus en sécurité possible, c'est pas nous qui décidons. Donc, il y a d'autres personnes. Donc. Et d'ailleurs, je voulais en venir à ça au gilet airbag tout à l'heure. Ouais. En cas de choc arrière, le risque, c'est que la tête parte un peu en arrière. C'est ça. Le gilet airbag, il empêche cet effet de coup du lapin un petit peu. Alors lui, il va empêcher ça parce que du coup, vu qu'il va se gonfler, bloquer les cervicales, du coup il va empêcher que ta tête parte à gauche, à droite ou devant, derrière. Tu as d'autres gilets airbags qui vont te protéger en plus, donc en secondaire, des parties qui ne sont plus vitales, donc comme l'épaule, la clavicule, ou souvent en cas de chute, c'est souvent ces parties-là qui prennent. Et là, donc, les gilets qu'on a aujourd'hui sur les dernières générations, on a les parties vitales plus épaule, clavicule. Là, pour rouler en sécurité, c'est quand même pas mal. Le gilet en extérieur que tu mets après le blouson, on va dire, quand tu chutes ou quoi que ce soit, il a une certaine protection ou il est complètement mort, entre guillemets? Alors justement, c'est pour ça qu'il y a plusieurs homologations. Celui que tu utilises à l'extérieur, il est prévu pour résister à l'abrasion. Okay. Ça, tu le vois sur les petites étiquettes des airbags. Dessus, tu as deux indicatifs. Tu as le U et le O. Et donc, si tu as que le U, c'est une utilisation donc à l'intérieur. Donc, c'est under. Je suis pas très bon en anglais, mais bon. Et si tu as le O, c'est outside, donc là où tu peux t'en servir par-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différents types de casques? Alors, je te dis ça parce que moi j'en ai 3. J'ai le Jet, j'ai un intégral modulable. Alors, c'est pas un intégral, c'est un modulable du coup, qui bascule, mais c'est les anciens encore, où on avait toute la grosse visière qui tombait à l'avant, ceux des gendarmes. Là. Et j'ai un casque un peu trail, cross, casquette, donc ça réellement pas... Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toutes ces différences qu'on peut avoir dans les casques aujourd'hui pour faire de la moto? Alors sur les casques, ça va se diviser, on va dire, en 4 grosses parties. Tu auras donc premièrement les casques intégraux, donc le casque le plus réputé qui lui sera fait en 2 types de produits. Les casques GT, donc les casques avec une petite visière solaire à l'intérieur, très bien insonorisé. Celui qui roule vraiment, qui fait beaucoup de grands trajets, de choses comme ça, ce sera l'idéal. Sur les casques intégraux, tu auras aussi les casques racing, toujours sur du casque, on va dire, intégral. Mais par contre, l'important, c'est d'avoir un casque qui soit très léger, très performant, très aérodynamique. Le but, c'est quelque chose qui soit très stable. Par contre, l'insonorisation, c'est pas la priorité. Après, on aura les casques jet. Donc ces casques-là, c'est ceux qu'on voit majoritairement l'été quand il fait beau. Confortable. Par contre, niveau protection, voilà, il n'y a pas de protection mentonnière, donc toute la partie avant, c'est pas l'idéal. Par contre, tu te refais le visage là quand tu tombes. C'est ça. Donc tu privilégies le confort, mais à défaut, la sécurité n'est pas l'idéal. Et après, on aura donc le casque qui fait les deux, on va dire, le casque modulable. 2 types de modulables, soit les casques comme tu as à l'ancienne, donc avec juste la mentonnière qui se relève comme ça. Et aujourd'hui, on en a qui se basculent à 180 degrés, donc la mentonnière va carrément derrière. Oui, je pensais que c'était les nouveaux types de modulables en fait, ça. Mais Alors c'est la nouvelle mode des modulables. Inconvénient de ce type de produit, c'est que si tu chutes et qu'il est basculé en arrière, tu es sûr qu'il ne va pas se refermer, donc tu as le même défaut que le jet. Sur les jets ou sur les modulables où tu as la mentonnière devant, quasiment tous les produits, tu as des marques comme Shoei, Schubert, des choses comme ça qui utilisent encore ce type de modulable parce que c'est prévu à 80% des cas, en cas de choc, la mentonnière va se refermer. On est quand même mieux protégé là-dessus, c'est pour ça qu'aujourd'hui des grandes marques comme ça ne font pas de casque modulable qui se bascule en entier. Je ne sais même pas que c'est réellement prévu pour se refermer. Parce que moi je sais que j'ai beaucoup roulé à des vitesses normales, jusqu'à 100 km/h, mais une mentonnière ouverte. C'est l'avantage d'avoir une bulle sur ta moto à l'avant. C'est que tu es à l'abri du vent, donc ça te gêne pas. Les moucherons, tu mets la lunette de soleil et tout le reste, c'est protégé. C'est ça. Et c'est vrai que moi, j'ai roulé souvent comme ça et je me suis toujours dit, si je me viande, c'est pour ma tronche. Là. Ah là, oui, il n'y a pas de protection. Mais là, du coup, si c'est quand même prévu un petit peu au niveau des charnières... c'est prévu au premier impact, en gros, que ça se referme. Faut pas tomber, quoi. Ça, c'est sur les marques, on va dire, les marques un peu luxe. Sur les premiers prix, il n'y a pas les mêmes études qui sont faites. Et pareil, sur les premiers prix, donc il faut faire attention, il y a 2 types de normes, donc la norme PJ et la norme P. Là, la norme P sur les produits, c'est uniquement, donc le casque doit être utilisé fermé. Il n'est pas normé pour être utilisé ouvert.
Ça t'apporte juste un confort pour le mettre, mais par contre, si tu chutes en utilisation ouverte, là, il y a un risque. Et après, tu as les PJ, donc ça c'est noté sur la jugulaire juste en dessous. Le PJ, donc c'est protection et jet, donc lui est homologué sur les deux utilisations. On sait que même si tu l'utilises en usage ouvert, il va te protéger quand même. Tout le monde pense que le modulable, tu peux l'utiliser ouvert, fermé ou quoi que ce soit, sauf que c'est pas la réalité et ça, à part en magasin pour être conseillé, bah tu le sauras pas. Des bords de côte de Saint-Tropez, tu peux pas du coup. C'est ça. On roule en modulable comme ça en général. Ouais. On le sait, un casque c'est un équipement, on peut dire c'est de l'EPI d'ailleurs, je crois, sur la moto. Ouais. C'est de l'EPI et on voit souvent des jolis décos sur les casques. Alors on peut les acheter déjà équipés avec un beau kit déco. Si moi demain je veux refaire mon casque, je veux le repeindre ou je veux y mettre un covering ou je veux faire quoi que ce soit, est-ce que déjà j'ai le droit ? Est-ce que je dois vérifier certaines choses? Est-ce que oui ou non, il y a de l'élément à mettre dessus qui est spécifique pour ces casques par exemple? Pour les casques, il faut savoir déjà, il est homologué uniquement s'il y a les 4 réfléchissants dessus. Donc ça c'est propre à la France. Si tu n'as pas les 4 réfléchissants dessus, ton casque n'est pas homologué. Deuxième chose, tu peux modifier ton casque, mais c'est à tes risques et périls. Tous les constructeurs sont accordés là-dessus. Donc par exemple au niveau des peintures, les peintures d'origine sur les casques, c'est vraiment des peintures spécifiques qui vont permettre donc en cas d'accident de pouvoir faire une radio de la tête avec le casque sur la tête. La peinture est conçue pour laisser passer les ondes et pouvoir faire une radio. La majeure partie des peintures, si tu refais un coup de peinture dessus, eh ben, tu n'auras plus cet avantage-là. Toutes les modifications, pareil, donc on en voit des fois qui mettent des crêtes, les queues de cheval ou quoi que ce soit, les oreilles, enfin on voit un peu de tout. Là-dessus, donc aujourd'hui, le casque n'est plus homologué. Un casque, il est homologué par le constructeur dans sa forme originelle. Si tu rajoutes un élément dessus, donc par exemple une crête dessus, ça fait un élément en plus, et bien en cas de chute et en cas de choc au niveau du casque, il suffit que ça tape au niveau de l'élément rajouté. Là, le constructeur, lui, il va plus protéger son casque. Il va dire, moi, mon casque a été normé comme ça. Là, il est plus homologué en cas d'utilisation de ce type de produit. Interdit de rouler avec des crêtes et de rouler avec des casques décorés. C'est toléré. Là-dessus, ça dépend vraiment sur qui tu tombes, mais c'est toléré. Il y a un risque, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Schumacher. Son casque, là, il y avait une GoPro dessus, enfin, ou du moins une caméra dessus. C'était plus ou moins prouvé quand même que c'était à cause de ça que la protection n'était pas bonne. Donc, à défaut de la peinture ou de la déco sur un casque, on a aussi des visières. Alors, je te parle de ça parce que j'ai assisté à quelque chose il n'y a pas longtemps où j'étais en train d'acheter de l'équipement et le gars qui était devant moi a acheté une visière circuit, je ne sais pas comment vous appelez ça, les visières toutes teintées avec un peu de l'arc-en-ciel dessus, des visières que je trouve magnifiques, qu'on voit souvent sur les pilotes de GP. Comment ça se passe, ça ? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on n'a pas le droit? Au niveau des écrans, c'est hyper réglementé à ce niveau-là. La transparente est homologuée, tu as le droit sur tous les produits, pas de souci là-dessus. Et après, en fonction de la teinte de l'écran, là, ça sera noté directement sur l'écran. Donc, il sera noté soit Use Only compétition, donc là, interdit sur la voie publique. Donc ça, souvent, c'est le cas sur les écrans vraiment teintés foncés et sur les iridium. Après, sur les produits, on va dire, qui sont semi-teintés, des choses comme ça, on pourra avoir donc une indication sur l'écran où ça sera marqué Use Day Only, où là, ça veut dire que l'écran est homologué en usage de journée, mais pas la nuit. Ça impose, du coup, le soir, quand tu rentres à la maison, s'il fait nuit, là, que tu changes l'écran, tu mets l'autre écran, et après, donc, tu auras un seul type de visière qui sera homologué aujourd'hui sur la route en usage fumé foncé. Ça sera chez Shoei qui utilise la technique donc du photochromique, comme les verres de lunettes, donc c'est Transition qui fait ça. Et elle va se teinter en fonction de la lumière extérieure. Celle-ci est considérée comme homologuée parce que du coup, dès qu'il va se mettre à faire sombre, elle va redevenir transparente. Ça sera le seul écran fumé foncé qui sera vraiment homologué sur la route. Mais du coup, c'est pas ce que recherchent les gens qui achètent les écrans. Non, tu y vas pour le style. Tu y vas pour le style. On a des beaux casques. Enfin, c'est vrai qu'il y en a. J'en croise sur la route, il y en a qui ont des casques magnifiques. Et c'est vrai qu'avec une visière transparente, tout de suite, t'as plus du tout la même. C'est sûr. La même allure. Donc c'est pareil, c'est prendre des risques auprès. C'est une infraction d'ailleurs. Ouais. Du coup, parce que c'est pas homologué, donc ça doit être une infraction. C'est vrai que prendre le risque pour si peu, c'est un peu con quand même. Concernant les gants, certains gants ont des coques. Donc ils sont coqués au niveau des phalanges là, et certains en ont pas. Est-ce qu'un gant qui n'a pas de coque, par exemple, il est toujours homologué ou est-ce que c'est primordial d'avoir des coques? Et deuxième petite chose, gant court ou gant long à choisir. Alors souvent, ça, l'histoire des coques, c'est les gens se sont mis à dire que si t'as pas les coques, il n'est pas homologué. Donc c'est complètement faux. Aujourd'hui, un gant, pour être homologué, il doit avoir la norme CE. Et la norme CE, aujourd'hui, c'est juste une résistance à l'abrasion. Donc c'est uniquement le gant, pendant qu'il glisse pendant tant de temps sur le goudron, il ne doit pas se déchirer. Les produits avec des coques, eux, vont permettre d'avoir des choses qui vont résister à l'impact. Ça va permettre d'amortir. Si tu tombes, tu as la main qui tape, ça va absorber l'impact et éviter de se le transmettre donc aux phalanges. Les gants
qui n'ont pas de coque, bah, il y aura l'impact, donc il y a un risque de casse quand même au niveau de la main, mais ils resteront tout à fait homologués. Oui, toutes les normes, c'est lié à de l'abrasion en fait. Majoritairement, aujourd'hui, c'est que de l'abrasion, donc on va dire au niveau juridique, donc le fait d'utiliser un gant homologué, ça sera uniquement de l'abrasion et pas l'impact. Tu n'es pas obligé d'avoir un gant avec des coques. Je te le conseille fortement parce que c'est quand même ça qui va absorber. Et pareil, si tu peux avoir un gant qui te protège l'annulaire, donc on a certains gants où on le voit, il y a l'annulaire qui est attaché avec le doigt d'à côté. Ça, c'est hyper important. Les gens ne le prennent pas forcément en compte, mais c'est souvent le doigt qui se tord le plus facilement. Et en cas de glisse, en fin de compte, on vient se retourner le petit doigt. C'est des gants qui sont attachés Ouais, donc le petit doigt, en fin de compte, il est vraiment attaché avec ce doigt-là. Et du coup, ça permet de protéger en cas de glisse, ça évite que ça te retourne le petit doigt. Et ça, les gens, ils pensent pas forcément, mais par exemple, oui, tu penses pas. Un gant circuit est obligatoire d'avoir donc le petit doigt attaché. Et concernant les gants courts ou les gants longs, du coup, parce que moi je sais que j'en ai 3 en fait. J'en ai un très long et j'en ai j'ai des gants été qui sont juste à la paume de la main. Et puis après, j'ai mes gants que je mets en dessous de mon blouson, qui sont semi-longs, on va dire, mais qui sont assez serrés à la peau, donc je ne peux pas les mettre au-dessus, je peux les mettre qu'en dessous. Donc ça, c'est pareil, c'est normé, il y a quelque chose de différent réellement à ça? Alors, c'est pas normé, là, ça va vraiment être de la protection directement. L'inconvénient du gant court, c'est que tu auras un produit où on aura une partie de la peau qui sera visible. Oui. Donc en cas de chute, au niveau du poignet, ça peut gratter le sol. Le gant long sera quand même le mieux niveau protection si tu chutes, donc toujours à utiliser par-dessus le blouson et pas en dessous le blouson. Donc le but, c'est qu'en cas de chute, ça glisse sur le gant et que ça ne vienne pas relever le bras donc, du blouson. Il faut mieux favoriser le gant long parce que tu auras déjà la protection en cas de chute. Et pareil, au niveau thermique, au niveau si tu roules l'hiver sous la pluie, des choses comme ça, ça évite qu'il y ait la flotte qui rentre, le vent qui passe au niveau du bras. Là, au moins, ça passe au-dessus et ça rentre pas à l'intérieur. On l'a tous eu ce problème, je crois, d'avoir la petite manchette qui remonte là et puis de sentir le vent, le petit filet d'air qui passe dedans. Le petit filet d'air agréable où tu es obligé de lâcher les mains sur le guidon pour essayer de trouver une solution, de faire un ourlet ou je ne sais quoi. Mais ça, j'ai connu aussi. Ouais. On voit de plus en plus de papas ou de mamans qui font de la moto avec leurs gamins. Notamment moi aussi, qui emmène les miens à l'école en moto. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui couvre ça? Est-ce qu'un enfant doit respecter un poids, un âge pour pouvoir monter à l'arrière sur une moto? Là-dessus, au niveau de la loi, aujourd'hui, il n'y a rien de concret. C'est uniquement, on va dire, qu'il tolère que tu emmènes un enfant dès l'instant qu'il touche les pieds au cale-pied et qu'il a la capacité de se tenir tout seul. Il n'y a pas de loi réelle là-dessus, tu pourras emmener quelqu'un de plus petit, c'est vraiment du bon sens. Après, on aura plein d'équipements différents prévus pour les enfants à ce niveau-là. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, je pense qu'aujourd'hui, les marques l'ont bien compris aussi. Il doit y avoir quand même pas mal d'équipements qui te permettent d'emmener des gosses. Ouais, c'est ça. Déjà, pour l'enfant, on a de l'équipement comme l'adulte. On a des blousons spécialement pour les enfants, on peut mettre des dorsales à l'intérieur, des gants spécialement pour eux, des casques à leur taille aussi, parce que souvent les parents veulent faire un peu d'économie, ils utilisent le casque du grand frère pour éviter là-dessus, donc ça, fortement déconseillé. On utilise des casques spécifiques enfants qui auront des poids beaucoup plus légers et surtout qui sont vraiment prévus pour leur maintenir la tête. Et après, on utilisera des accessoires, qu'on aura des sortes de ceintures que le pilote va venir se mettre sur lui et ça permet d'avoir 2 petites poignées sur le côté. Et là, au moins, l'enfant peut se tenir plus facilement. On aura des choses comme des harnais, où donc l'enfant c'est un harnais qu'on vient mettre sur lui et on a une petite semelle qui vient se mettre au niveau de la selle et ça permet que le conducteur s'assoie sur la semelle et évite que l'enfant du coup tombe de la moto. Par contre c'est pas des choses où le pilote et l'enfant sont associés, donc ça existe et on en trouve pareil toujours sur le même problème sur internet. Ça c'est surtout à ne pas utiliser pour une simple raison, c'est que l'enfant et l'adulte ne doivent pas être associés ensemble parce qu'en cas de chute, si tu roules, tu roules sur ton petit derrière toi. J'ai eu ça. Ouais. J'avais acheté un espèce de truc comme ça qui venait se clipser sur moi et du coup le gamin ça lui permettait derrière de pas tomber. Ça fait un peu sac à dos. Faut être transparent. La première crainte qu'on a quand on fait de la moto avec un enfant derrière qui est jeune, c'est de le perdre. C'est ça. C'est bête à dire, mais quand tu accélères, tu as tout le temps tendance à regarder un peu derrière s'il est toujours là. Tu lui demandes de te serrer, mais lui, il fait pas le tour de ton ventre quand il a des petits bras, donc c'est pas envisageable. Très souvent, ils ont la pointe des pieds sur les cale-pieds. Et les 3/4 du temps, quand tu tournes, tu surveilles quand même voir s'ils ne tournent pas en même temps que toi et qu'ils finissent par la gravité à être attirés par le sol, quoi. Donc, il y a des sièges auto qui existent pour les motos? Alors, tu as des sièges enfants qui existent, qui viennent se fixer directement sur la moto. Pareil, ces produits-là sont normés uniquement pour les enfants.
qu'on vient mettre derrière. Il y a quand même des choses aujourd'hui qui permettent de mettre nos gamins en sécurité sur la bécane. Moins de 50, tu es obligé d'utiliser le siège pour le transporter. Okay. Donc là, par contre, ça c'est au niveau de la loi, où là, c'est pas suivi d'une amende. On voit que le marché évolue de mieux en mieux quand même au niveau des équipements. On a de plus en plus de choses. Est-ce que toi, tu as vu une différence ces dernières années sur les mentalités concernant l'achat de l'équipement? Alors oui, les gens, ils s'équipent plus qu'avant, pour plusieurs raisons. C'est qu'avant, on était assez limité au niveau des produits, et maintenant, on arrive à avoir des produits donc, sur des budgets beaucoup plus raisonnables. Donc ça permet aux gens aussi de s'équiper plus facilement, que ce soit le blouson, le casque, toutes ces choses-là. Donc on voit qu'ils se protègent quand même un petit peu plus qu'avant. Après, ils n'utilisent pas l'intégralité de l'équipement non plus. Souvent, il faut un peu de temps pour qu'ils investissent dans d'autres choses. Oui, mais c'est normal. Moi, c'est comme ça aussi. Hein. C'est ça. C'est l'âge de raison qui ramène vers tout ça. Après, il y a quand même un détail à prendre en compte, c'est le choix aussi, c'est pareil. Quand tu rentres dans des magasins où il n'y a pas excessivement de choix, c'est toujours un peu compliqué de se projeter en fait. Là, nous, on a la chance au Mans d'avoir un Dafimoto comme ça, parce qu'on a un Dafimoto qui est très grand, qui a énormément de fringues, énormément d'accessoires, énormément de choses. Donc on a du choix en vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le plus difficile, c'est que on veut ressembler à quelque chose aussi quand on fait de la moto. L'idéal, c'est d'avoir des fringues qui correspondent à ce qu'on cherche. Aujourd'hui, l'évolution, je pense qu'elle est sur le fait qu'on ait des magasins qui proposent plein de choses différentes, qui appartiennent à chacun en fait. C'est-à-dire qu'il y en a qui adorent le cuir, il y en a, ce qu'on voit les combinaisons d'ailleurs. Il y en a de plus en plus qui roulent avec des combinaisons cuir. Alors moi je trouve pas ça super confortable, t'as envie de pisser. Pour la route c'est pas l'idéal. C'est toujours un peu casse-pied quoi, faut être transparent. Puis tu vas faire les boutiques quand même avec ça. Tu te retrouves avec ton coussin derrière et puis ta combi entière. Mais il en faut pour tout le monde et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des magasins qui proposent autant de variétés de fringues, de casques, de couleurs, de choses totalement différentes pour tout le monde. Je pense que c'est ces magasins-là qui font qu'il y a de l'évolution en termes d'équipement chez les gens. Parce que chacun trouve son bonheur et puis on découvre des nouvelles choses. Hein. Combien il y en a qui allaient se dire que le jean était un EPI aussi pour de la moto? On a le Kevlar qui est arrivé sur des jeans. Aujourd'hui, tu te promènes avec un jean plutôt beau gosse alors que tu peux faire de la moto avec. Quoi. Voilà, ça fait partie des choses que les gens, je pense, se disent, c'est plus habillé. Ah ben il y en a pour tous les styles, tous les goûts. Avant, tu étais vite catalogué motard, enfin tu avais l'habit motard où tout de suite on savait que tu roulais en moto. Maintenant, tu as vraiment tous les styles. Enfin, tu prends, donc comme tu disais, les pantalons où tu as des choses, c'est un jean classique, hein. On a des chinos, on a des choses comme ça, où tu n'as aucune idée que ce soit un pantalon moto. Chez les femmes, on a même des leggings moto, donc, qui sont résistants à l'abrasion et à l'impact. Donc c'est quelque chose pour le voir, tu peux être protégé tout en ayant tu peux aller bosser avec tes fringues de moto sans que ça se voit. Ouais, c'est ça. C'est ça, on n'y pense pas souvent. C'est la bonne évolution des choses. Les blousons, c'est pareil. Hein. Tu regardes les blousons. Les blousons, pareil. Aujourd'hui, on a les godasses, les blousons, le pantalon. Voilà, t'as ton équipement pour aller sur le périph' parisien et aller au bureau après derrière. Sans avoir à te changer, sans rien. Donc oui, c'est aussi un avantage des évolutions qu'on a eues ces dernières années. Je te remercie, Teddy, de nous avoir accepté aujourd'hui dans ton magasin, Dafimoto Le Mans. Nous, on se retrouve très vite. D'ici là, soyez prudents. Ciao.